Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de compression et de transcodage d'images et de vidéos. Alors je m'appelle Glenn Héroux, je suis en postdoc à l'INSEAD et je vais intervenir du coup sur le module, sur la partie transcodage du module, et un peu plus tard sur la partie compression vidéo. Alors cette première série de vidéos va se pencher du coup sur le transcodage. Ça va être fait en parallèle du cours de compression d'images fait par Luce Morin. Et le but, donc, c'est pas de voir comment va marcher en profondeur un codec, mais ça va plutôt être d'apprendre comment les utiliser, et notamment dans des formats, dans des contextes commerciaux, donc c'est-à-dire notamment de streaming de vidéos. Alors, comment va se dérouler ce cours? Donc on va d'abord voir les bases du transcodage, donc quelques définitions et puis un use case de transcodage basique. Ensuite, on va aller un peu plus en détail donc, sur la qualité, donc c'est ce qui va en fait guider toute la paramétrisation de votre transcodage, notamment avec les codecs et les conteneurs qui vont être utilisés pour ce transcodage. Enfin, dans une troisième partie, on va passer sur l'adaptive streaming, qui est utilisé actuellement pour vous transmettre vos vidéos préférées, que ce soit sur vos smartphones, sur vos télés ou sur votre ordinateur. Et enfin, dans une quatrième partie, on va voir quelques API de transcodage qui sont assez bas niveau et qui vont être utilisés notamment dans les TP du module. Voilà, alors cette première vidéo, on va voir les bases du transcodage. On va commencer par les définitions. Voilà, qu'est-ce que c'est un transcodage, etc. Ensuite, on va planter le décor avec un use case de streaming VOD qui va nous amener à décrire les formats pivots qui vont être utilisés, et ensuite, les transformations audio et vidéo qui peuvent être faites sur ce format pivot. Et pour conclure cette partie et introduire la suite, on va voir un cas d'usage de transcodage assez classique d'un codec vers un autre, ici HEVC vers AVC. Voilà, alors commençons directement par les définitions. Alors qu'est-ce que c'est un transcodage? Tout simplement, ça va être la conversion d'un fichier encodé en un autre fichier encodé, avec possiblement des codecs différents et des conteneurs différents. Alors on reviendra sur les termes codec et conteneur juste après, mais prenons un schéma de transcodage classique. Donc vous avez ça ici. Donc en entrée, vous avez une donnée qui va être encodée et contenue dans un format spécifique. La première chose à faire, ça va être de la décoder, puis de faire une transformation sur le signal, et enfin l'encoder dans un nouveau format de fichier pour pouvoir la transmettre à l'utilisateur en bout de chaîne. Alors, ce transcodage, il est principalement fait pour des flux audio et vidéo, donc ce qui rentre bien dans le cadre de ce cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce process-là est généralement implique des pertes sur votre signal audio ou vidéo, de par les transformations et les encodages qui apportent des pertes. Le seul moyen de ne pas avoir de pertes dans un transcodage, c'est si on fait finalement uniquement un changement de conteneur, donc si on oublie en fait toutes les étapes de décodage, transformation et encodage, et on vient juste changer le format de conteneur, qui est une opération qui se fait assez souvent. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est un codec maintenant? Parce que je vous ai parlé de codec, mais je vous ai pas dit ce que c'était. Bah, tout simplement, c'est un algorithme qui va permettre de compresser et de décompresser un flux audio et vidéo. Alors, vous en connaissez sûrement déjà, hein. Si on prend par exemple l'audio, bah, vous connaissez sûrement le format MP3, qui est vraiment très connu depuis des années. Du côté de l'image, bah, vous avez dû voir avec Luce plutôt les formats JPEG et JPEG 2000. Et en vidéo, là vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais on peut notamment citer H.264 AVC et H.265 HEVC qui vont être utilisés dans cette partie-là, dans la suite du cours. Et puis leurs penchants libres de droit qui sont VP9 et AV1. Voilà, donc maintenant si on part sur le deuxième terme que j'ai introduit, c'est les conteneurs. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, ça va être un format de fichier standardisé qui va permettre d'encapsuler un ou plusieurs flux audio et vidéo dans un seul fichier. Alors vous connaissez notamment sûrement le format AVI de Microsoft qui a été utilisé
beaucoup par le passé, un peu moins maintenant. Le format MKV, pour les fichiers d'un peu plus grande taille. Et puis surtout le format MP4, je pense, qui est vraiment très utilisé actuellement. Alors vous allez me dire, alors là je vous ai cité quelques codecs, mais il en existe vraiment des dizaines et des centaines d'autres. Alors pourquoi il y en a autant de codecs et pourquoi il y a autant de containers? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Alors on va commencer, pour répondre à cette question, on va commencer par utiliser un use case de streaming vidéo. Donc imaginez que vous êtes une entreprise de streaming vidéo. Première chose à savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir transmettre vos vidéos dans un format non compressé. Pourquoi? Parce que si vous prenez un film typique en format non compressé, donc on va avoir de la Full HD à 24 images par seconde, et puis bon, un peu plus spécifique, on va avoir 8 bits de précision par canal de couleur. Ce qui nous donne à la fin un débit non compressé de plus d'1 gigabit par seconde. Donc là, vous imaginez bien que ça va être compliqué de le transmettre à un utilisateur, sauf s'il a une fibre vraiment très 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 bonne. Si maintenant on prend un show télé, là on va avoir plutôt du 60 images par seconde, donc et là on passe à 2,8 gigabits par seconde. Donc là déjà on peut oublier la transmission telle quelle à un utilisateur, ça c'est certain. Maintenant si on prend un format qui est vraiment de toute dernière génération, ça va être du 4K, 120 images par seconde avec 10 bits de précision par canal de couleur. Là on passe à quasiment 28 gigabits par seconde. Donc vous comprenez bien qu'il faut absolument encoder les vidéos notamment, avant de pouvoir les transmettre à un utilisateur. Et donc, du coup, il faut choisir parmi tous ces codecs vidéo disponibles. Et comment on fait ça? En fait, ça va dépendre du cas d'usage que vous allez avoir en bout de chaîne. Typiquement, si vous faites du streaming vidéo, vous allez vouloir adresser à la fois des gens qui ont des smartphones, et là, qu'ils soient sur iOS ou sur Android, il y aura des contraintes différentes. Vous voulez aussi adresser des gens qui vont regarder ça sur leur ordinateur, mais également sur leur télé connectée. Et donc en fonction de tous ces devices en fin de chaîne, on va avoir des contraintes différentes à la fois sur le codec à utiliser et sur le débit d'encodage. Si on prend l'exemple de Netflix, si vous regardez Netflix sur votre smartphone, sur votre dernier iPhone, vous allez regarder une vidéo qui a été encodée en H.264 AVC ou en H.265 HEVC. Si vous regardez Netflix sur votre dernier Samsung, vous allez avoir du VP9 ou du AV1. Maintenant, si vous regardez Netflix sur un ordinateur, vous avez de grandes chances d'avoir un flux qui a été encodé en H.264, mais ça peut dépendre en fait du navigateur que vous allez utiliser, puisque suivant le navigateur, il n'est pas compatible avec tous les codecs. Enfin, si vous regardez Netflix sur votre télé connectée, ça va dépendre principalement de la marque de votre télé, puisque le principal, c'est de savoir si le chipset de décodage d'un codec a été ou pas mis dans la télé. Voilà. Et donc ça, c'est les contraintes sur les codecs. Maintenant, si je vous parle des contraintes sur les débits, ça va dépendre si vous êtes sur un débit mobile ou sur un débit internet, câblé à la maison. Donc pour les mobiles, ça va être 3G ou 4G, donc ça va être maximum 2 à 40 mégabits, vraiment dans un cas idéal. Donc souvent c'est beaucoup moins. Donc les contraintes de compression vidéo vont être forcément différentes. Et si vous êtes plutôt sur du câblé, vous allez avoir de l'ADSL jusqu'à 24 mégabits par seconde, ou de la fibre, où là on monte jusqu'à 1 gigabit. Et là du coup, la contrainte est un peu moindre. Mais tout de même, il y a différents cas à adresser. Voilà, donc si vous êtes un fournisseur de contenu streaming, vous allez devoir adresser chacun de ces cas d'usage finaux. Et donc vous allez devoir faire un encodage pour chaque cas d'usage, pour chaque débit, pour chaque codec. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'en entrée, vous avez vos films à disposition sur vos serveurs, qui sont eux aussi dans des formats différents, qui vont dépendre en fait de comment ils ont été capturés par le réalisateur, comment ils sont arrivés jusque chez vous. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très différents. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns qui dépendent principalement des marques de caméra,
ou alors si c'est un vieux fichier qui était disponible chez quelqu'un, en MP4 par exemple. Et donc, vous devez partir de chacun de ces formats d'entrée pour générer vraiment beaucoup de différents formats de sortie. Et donc, pour éviter d'avoir une chaîne de traitement différente pour chaque vidéo, chaque format d'entrée vers chaque format de sortie, eh ben, on va utiliser un format de transition qu'on appelle format pivot, et qui va être utilisé du coup pour faire qui va servir en fait d'entrée pour tous vos encodages. Si on prend par exemple si on prend l'exemple de Netflix, pour chaque épisode de série ou chaque film, ils ont jusqu'à 120 encodages différents, de manière à pouvoir adresser vraiment tous les terminaux possibles. Et donc pour générer ces 120 encodages, j'utilise un format pivot. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un format pivot? Donc comme je vous l'ai dit, ça sert de transition depuis un format de fichier vers un autre. Alors généralement, un format pivot, du coup, c'est une représentation non compressée de la donnée, puisque au final, on ne veut pas, nous, apporter encore plus de pertes dans le traitement, sachant qu'il y a déjà un décodage et un encodage, plus des transformations possibles. Les formats pivots classiques en vidéo, ça va être RGB et YQV. Donc vous connaissez déjà forcément le RGB puisque vous avez fait de l'analyse d'image. Le YQV un peu moins, donc on va le détailler par la suite un peu plus. Et en audio, on va plutôt avoir une famille donc, de formats PCM ou DPCM. Alors, commençons par les formats pivot vidéo, celui que vous connaissez, le format RGB. Donc pour chaque pixel, vous le savez bien, il y aura une valeur de rouge, de vert et de bleu, qui vont donner une couleur finale quand ils seront mélangés. Alors, il faut savoir qu'il y a différents formats RGB, qui vont notamment dépendre en fait de la précision que vous allez apporter, donc du nombre de bits que vous allez autoriser pour décrire un pixel. Donc si on est de 1 à 8 bits par pixel, on va utiliser un mode qu'on appelle palette, qui va en fait, on va transmettre un indice qui va pointer vers une table qui contient les valeurs RGB qui sont possibles. Donc si vous êtes à 1 bit par pixel, vous allez avoir seulement du noir ou du blanc, typiquement. Et si vous êtes à bit, vous allez avoir 256 couleurs possibles. Et si vous passez à 16, 24 ou 32 bits par pixel, là on va avoir en fait une valeur qui va être transmise pour vraiment chaque composante, rouge, bleu et vert. Donc si vous êtes à 16 bits, ça va être 5 bits pour le rouge, 5 pour le bleu, 5 pour le vert, et il y en aura un qui servira à rien. C'est juste pour que ce soit plus facile à transmettre par octet. Ouais, donc on appelle ça le mode planar, puisqu'on va transmettre en fait chaque matrice de couleurs, chaque matrice de composantes, les unes à la suite des autres. Alors je vous ai aussi mis le format RGBA qui peut être utile si on veut représenter l'opacité, avec la formule pour information en dessous du calcul de la couleur finale d'un pixel RGBA en fonction du pixel d'arrière-plan. Voilà, donc ça c'était pour le RGB, maintenant on va passer au YQV. Donc le YQV c'est aussi une représentation non compressée de la donnée, avec 3 canaux différents. Le Y qui va représenter la luminance, donc l'intensité lumineuse du pixel, et puis 2 canaux de couleur qui vont être le U et le V, qui vont être donc la projection bleue de la chrominance et la projection rouge de la chrominance. Alors ce format-là, enfin cette décomposition-là en 3 canaux, elle est basée sur l'œil humain, qui va être en fait plus sensible aux variations d'intensité lumineuse qu'aux variations de couleur. Donc ça permet en fait typiquement d'avoir une précision, de mettre plus de bits sur le canal Y que sur les canaux U et V, de manière à du coup avoir une meilleure qualité en sortie. Voilà, alors. Il existe également 2 types de formats YQV. On a le planar, qui est comme pour le RGB, donc on va transmettre séparément la matrice de Y, la matrice de U et la matrice de V. Et puis il y a un format qu'on appelle pact, ou paquet, qui va en fait, on va transmettre uniquement une seule matrice, qui va être composée de macropixels, et chaque macropixel en fait va contenir les valeurs Y, U et V d'un nombre spécifique de pixels réels, et qui vont être arrangés dans un ordre spécifique.
Alors je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Un format YUV, il peut avoir plusieurs représentations, donc on utilise la notation XYZ qui va indiquer en fait la fréquence de chaque canal. Si on prend par exemple le format 444, et ben on va tout simplement avoir une valeur de U et de Y de U et de V pour chaque pixel. Donc là c'est le format classique qui est assez intuitif. Maintenant si on prend le format 422, et ben on va avoir un macropixel en fait qui va être composé de seulement deux valeurs de Y, une valeur de U et une valeur de V. Donc ça veut dire que une valeur de U et de V va être attribuée à 2 pixels. Donc là, vous voyez déjà qu'on sous-échantillonne les canaux U et V parce qu'ils ont moins d'importance au niveau de la vision humaine. Et le 420, ben, on va avoir une seule valeur de U et de V pour chaque macropixel qui va, lui, contenir 4 pixels et donc 4 valeurs de luminance. Voilà, donc ça c'est vraiment le format qui est le plus utilisé actuellement en télé et en streaming, c'est le 420. Voilà, donc à partir de ces représentations-là, bah, il y a plein de formats YUV qui ont été déclinés. Je vais vous en citer deux, un paquet et un planar. Alors si on prend le paquet, on va avoir le UYVY, qui est du 422 à 16 bits par pixel, et qui a le packing suivant. Donc on va avoir tout d'abord, on va transmettre la valeur U du macropixel, puis une valeur Y, puis la valeur V, puis la deuxième valeur Y. Donc si vous avez en tête le schéma d'avant, il y a bien deux valeurs Y, une valeur de U et une valeur de V pour un macropixel, qui va du coup servir pour représenter 2 pixels réels. Et donc on fait ça pour tous les macropixels de l'image, de manière à pouvoir la reconstruire en fin de chaîne. Maintenant, si on prend un format planar, donc le YV12, qui est vraiment très utilisé, lui, il a une représentation 4:0, avec du coup 12 bits par pixel, donc 8 pour les valeurs Y, 8 pour les valeurs U et V, mais qui du coup sont utilisées pour 4 pixels, du coup ça fait 2 bits par pixel, pour chaque U et V. Et donc c'est trois matrices différentes, donc une matrice de Y, qui va être du coup 4 fois plus grande que les matrices de U et de V. Et donc elles sont transmises les unes à la suite des autres pour représenter une image. Voilà pour le format YUV. Si on veut faire une conversion de RGB vers YUV, alors je vous ai mis les matrices qui sont assez complexes, avec des chiffres assez complexes pour la transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces matrices-là sont spécifiques à un format de couleur spécifique. Ici, je vous ai mis pour le BT709 qui correspond en fait au format de couleur utilisé pour la télé HD. Voilà, donc si vous avez un flux vidéo, bah, il faut bien savoir dans quel format il est. Sinon, vous risquez de faire des conversions qui seront erronées. Voilà, alors donc pour conclure sur les formats pivot vidéo, donc on a le RGB qui est assez intuitif, facile à implémenter, et qui est utilisé très couramment dans les caméras et par vos cartes graphiques sur vos ordinateurs. Voilà, mais par contre, du coup, il a moins de pertinence pour la transmission de vidéo, puisque le format YUV, lui, on va prendre en compte la perception de l'humain, de manière à avoir une compression dès le format pivot de la chrominance, ce qui va réduire le débit. Par contre, il est assez peu intuitif au début, mais il va être très facile à prendre en main une fois qu'on aura compris le système. Et il est très utilisé du coup en vidéo, en compression vidéo et en transmission pour la télé et le streaming. Alors, et pour vraiment une petite remarque, il y en a vraiment beaucoup de formats YUV et RGB différents. Là, je vous ai mis juste le YVY et YV12, mais il faut savoir qu'il en existe vraiment beaucoup d'autres, puisque en fait chaque entreprise a défini le sien propre qui va être en fait adapté à leur application.
Donc voilà, faut bien faire attention quand vous avez du YQV, à bien avoir en tête et bien savoir quel est le format qui est utilisé. Voilà, alors maintenant on va passer à l'audio, donc c'est un peu plus simple. On a une seule famille qui est le PCM, et qui va être une représentation digitale non compressée d'un signal analogique. Et comment on fait ça? On va tout simplement l'échantillonner. Et on va faire du coup un échantillonnage régulier, avec une quantification de chaque échantillon sur une échelle de valeurs spécifique, qui va dépendre en fait de la précision qu'on met sur ce PCM. Les niveaux de quantification sont généralement uniformes, et on appelle ça le LPCM. Là, il y a une petite erreur sur le diapo, c'est LPCM. Et voilà, c'est le standard vraiment pour tous les signaux audio non compressés. Alors, je vous ai mis une petite image d'une transformation PCM d'un signal analogique, qui est en rouge. Donc là, vous avez une PCM 4 bits, donc avec 16 niveaux différents pour chaque échantillon. Voilà, donc le LPCM, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a le PCM qui est utilisé notamment dans les CD, les DVD, les Blu-ray et les câbles HDMI. Voilà. Ensuite, on a le DPCM qui va utiliser non pas la valeur de l'échantillon, mais plutôt la différence avec l'échantillon précédent pour le transmettre. Donc c'est un format qui est sans perte, qui demande un petit peu moins de débit que le PCM, mais par contre il va être plus sensible aux erreurs de transmission, puisque si on se trompe sur une différence, l'erreur va être répercutée sur tous les échantillons suivants. Et enfin, on a le ADPCM, qui va utiliser le DPCM mais avec une quantification qui va être adaptative. Et du coup, ça implique des pertes, puisque l'adaptation du pad quantif va faire qu'on n'a pas des valeurs exactes en sortie. Donc c'est certes plus efficace en termes de débit, par contre on va avoir des petites pertes. Donc ça dépend vraiment du cas d'usage que vous avez. Voilà, donc maintenant qu'on a décrit ces formats pivots, on va voir les transformations que l'on peut faire sur ces vidéos ou ces signaux audio là. Donc on va commencer par la vidéo. Donc typiquement, on va avoir des opérations de resizing. Donc ça va être modifier les dimensions de l'image, donc à la fois la largeur et la hauteur. Ça c'est très courant comme opération. De même, on va venir aussi changer le framerate, donc de fréquence image. Soit on va décimer ou moyenner les images de manière à réduire la fréquence, ou on va dupliquer ou interpoler les images pour en créer d'autres, et du coup augmenter la fréquence image. Comme autre opération, on a le cropping, qui va être une sélection d'une zone, généralement couplée à un resizing pour faire un zoom. On va avoir le fait d'incruster des sous-titres, d'insérer des logos, mais aussi toute une multitude d'opérations de filtrage. Ça peut être pour ajouter du flou, pour enlever le bruit, pour changer la couleur avec une correction gamma, faire une normalisation de la luminance, etc. Et puis enfin, donc là je vous ai listé quelques transformations, mais une importante aussi, alors qui était surtout importante par le passé, c'est le désentrelacement, et qui est le fait de passer depuis un format entrelacé à un format progressif. Alors qu'est-ce que c'est l'entrelacé? Alors c'est un format qui en fait a été historique pour la télé, et qui est le fait en fait de diviser chaque image en deux images différentes, l'une avec les lignes paires et l'autre avec les lignes impaires de l'image, de manière à les transmettre les unes à la suite des autres. Et donc avant de faire l'affichage, on désentrelace, de manière à récupérer l'image d'origine. Alors ça, c'est les formats télé qui sont nommés 540i, 720i, 1080i, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et qui ont tendance à disparaître. Et vous avez aussi le Progressive Mode, qui est le fait de transmettre chaque image entièrement, les unes à la suite des autres. Donc ça c'est le mode assez intuitif, et qu'on appelle 720p, 1080p, 2160p pour la 4K. Donc le P va dire progressif, et le I va dire entrelacé. Alors si on passe aux transformations audio, alors là je vous en ai cité un petit peu moins parce que je suis pas du tout expert dans le domaine.
mais on peut quand même citer donc, le rééchantillonnage, donc qui va être le fait de changer la fréquence d'échantillonnage du signal, la normalisation, qui va être le fait de normaliser tous les échantillons en fonction de la valeur max, que vous allez d'abord calculer dans une première passe, puis vous allez appliquer le coefficient de normalisation dans une seconde passe. Et enfin, quelque chose qui est un peu plus utilisé, c'est le upmix ou le downmix, qui va être le fait de changer en fait, le nombre de canaux audio dans votre signal. Typiquement, si on a un signal 5.1 pour home cinéma, ben, on va vouloir potentiellement le mixer mais en stéréo, avec seulement 2 canaux. Voilà, donc ça c'est une opération assez courante. Enfin, donc, il y a quelques autres transformations, on peut notamment citer le pass-through, qui est au final le fait de ne rien faire sur les flux audio et vidéo, qui va notamment être utilisé quand le format d'entrée est déjà en fait le bon format de sortie. Du coup, on va seulement vouloir changer l'encodage, ou alors seulement changer le conteneur du fichier. Et enfin, on peut aussi faire une analyse de qualité, qui va potentiellement être du coup une détection d'effets de bloc dû à l'encodage, détection d'images gelées, détection de silence qui peut être assez importante. Et en fonction de cette détection-là, on va venir faire d'autres opérations qui vont pouvoir potentiellement être la reconstruction des images manquantes si ça avait gelé, ou voilà, reconstruire, ajouter un son s'il y avait du silence, etc. Et tout ça pour en fait avoir toujours une synchronisation entre le flux audio et le flux vidéo pendant le transcodage. Voilà, donc voilà pour les formats pivot et les formats et les transformations audio et vidéo que l'on peut faire sur ces formats pivots. Et donc maintenant, pour conclure cette partie, on va voir un exemple de transcodage classique. Donc ici, on a un fichier d'entrée qui est codé en HEVC, et le format audio, c'est du 7.1 en... Pardon. Donc HEVC, format vidéo de 2160p, 120 images par seconde. Voilà, donc c'est vraiment le dernier des dernières générations de contenu vidéo. Et puis en audio, on va avoir du 7.1. Donc là, pour un home cinéma avec 8 haut-parleurs. Et du MPEG-H, donc qui est également le dernier codec audio en date. Voilà. Alors, comment on procède à un transcodage pour avoir en sortie un flux audio qui va être en stéréo avec un codec HEAC, qui est finalement la version précédente au MPEG-H, qui est plus courante dans vos appareils à la maison. Et côté vidéo, on va vouloir du 1080p 60 images par seconde avec un codec AVC H264 qui va lui aussi être plus courant à la maison. Donc comment on fait ça? On va commencer tout d'abord par lire le conteneur du fichier d'entrée. Ici c'est du MP4, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez courant. Donc on va lire, on va extraire les flux audio et vidéo, puis on va les séparer pour avoir un traitement différent sur chaque. Alors si on commence par l'audio, donc on va commencer par décoder. Donc on veut de manière à passer du MPEG-H vers du PCM, pour pouvoir ensuite faire une transformation ici du downmix. Parce qu'on a du 7.1 en entrée et on a du stéréo, donc on veut réduire le nombre de canaux. Donc on fait un downmix de manière à avoir du stéréo PCM en sortie, qu'on va pouvoir ensuite encoder avec un codeur HEAC, pour avoir le format final stéréo encodé HEAC. Et du coup on fait pareil côté vidéo, où on va avoir décodé avec un codeur HEVC. On va faire tout d'abord un redimensionnement de l'image, avec passer du 4K vers la HD, puis une diminution du framerate, en passant de 120 images par seconde à 60, et enfin un encodage AVC, pour obtenir le format final de sortie AVC HD 60 images par seconde. Et enfin, du coup, on écrit en fait ces deux flux audio et vidéo que l'on a obtenus dans un nouveau fichier MP4 que l'on va pouvoir transmettre à notre utilisateur final. Voilà pour un exemple classique de transcodage. Alors ici, du coup, j'ai choisi MPEG-H, HEVC, et puis des formats de vidéo et audio bien spécifiques, mais il en existe beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit. Et comment on choisit en fait
les opérations à faire lors d'un transcodage, ça va dépendre principalement du format que l'on veut en sortie. Et donc on va paramétriser le transcodage en fonction de ce format-là, et pour obtenir la meilleure qualité possible. Et donc comment on fait ça? Bon, ça on va le voir dans la prochaine partie du cours, qui fera l'objet de 2 autres vidéos. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce cours, et on se retrouve dans la vidéo suivante.